Pourquoi a-t-on besoin d'inclusivité dans nos endroits de travail? Je pense que c'est lié à la performance. Et aujourd'hui, Judith, quel est le rôle du leader dans rendre cette diversité sustainable ou un peu durable au sein de nos entreprises? Et en fait, un leader qui a cette posture-là d'ouverture et de bienveillance, il envoie le message à ses équipes que être différent, avoir un pas de côté, penser et challenger les idées, c'est OK. Que être entouré de femmes puissantes qui réussissent, moi, ça me donne une énergie. Quand je ressors de ces clubs, de ces réunions, je suis reboostée à 120-150%. C'est contagieux. Peu importe ce qu'on appelle une carrière, parce qu'une carrière, ça peut avoir différentes définitions pour les uns et pour les autres. Ça demande un travail régulier, constant, répété. C'est des décisions tous les jours. De dire malgré les difficultés, demain je continue à croire que je peux y arriver et je continue à faire le travail qui est nécessaire pour. Bonjour Judith et bienvenue dans cet épisode de Criada. Bonjour. Judith, vous êtes directrice des ressources humaines dans un groupe Fevelitech et vous avez fait l'HEC Genève, vous avez fait la Sorbonne, vous avez une carrière très riche. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur votre parcours? Ce que je peux dire, c'est que j'ai démarré assez tôt. En fait, j'ai démarré avec l'alternance, une formule qui m'allait très bien puisqu'elle alliait à la fois les études et puis le monde professionnel. Et j'ai commencé chez Renault. Donc, j'ai fait mon alternance là-bas et j'avais le choix de plusieurs secteurs. J'ai choisi les ressources humaines parce que c'était ce qui me parlait le plus. Et en fait, je suis rentrée dans les ressources humaines, j'en suis plus ressortie. J'ai adoré ça. Et c'est pour moi un métier passion. Donc, voilà, j'ai commencé chez Renault. Ensuite, j'étais embauchée chez Renault. Je suis restée 7 ans en tout. Après, j'ai évolué sur un poste responsable développement RH au sein du groupe SEB et responsable RH. Et puis, je suis partie sur un poste de responsable RH Europe pour une entreprise industrielle qui s'appelle TQMC. Ensuite, je suis partie du côté de la Haute-Savoie pour prendre un poste de responsable RH chez Danone pour la marque Evian, à l'usine de l'eau minérale. Et puis, j'ai passé la frontière. Je suis passée du côté de la Suisse. J'ai travaillé pour les marques, Je gère le Coultre et aussi la marque Cartier. Et en 2021, j'ai ressenti le besoin de revenir en France et aussi de changer de dimension d'entreprise. Donc, je me suis tournée vers des ETI familiales. J'ai d'abord travaillé pour FI Automotive. Et puis ensuite, j'ai travaillé et je travaille toujours pour Fevelitech. Impressionnant, vous avez vraiment une carrière très riche avec une croissance vers un poste de leadership senior. Aujourd'hui, Judith, pourquoi a-t-on besoin d'inclusivité dans nos endroits de travail? Je pense que c'est lié à la performance. La performance, et je le vois au quotidien dans tous les projets en fait, qu'on travaille au sein de l'entreprise. Je parle même de projets techniques. Ça nécessite en fait d'avoir des confrontations d'idées, d'avoir des échanges et d'avoir des avis différents qui permettent de faire évoluer. Ça nécessite de prendre des choses qu'on ne connaissait pas et de les intégrer pour pouvoir continuer à évoluer dans un monde qui est en changement perpétuel. Et donc, cette partie d'inclusivité, de diversité, elle est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, le monde change tellement vite que d'avoir en fait des personnes diverses qui peuvent apporter un regard complètement différent, avoir des compétences qu'on n'avait pas il y a 5 ans, mais qui sont nécessaires aujourd'hui, qui ont eu des expériences qui peuvent nous apporter au travers des différents changements et des différentes étapes de l'entreprise, je pense que c'est crucial. Impressionnant comment vous avez vu au quotidien dans votre longue carrière dans les ressources humaines cette richesse qu'apporte la diversité au sein des équipes. Moi, j'ai aussi envie de parler de différentes expériences. Je pense à Renault, je pense à Danone. Ce sont des groupes où, en fait, ça fait partie en fait, de la culture d'entreprise de changer de poste tous les 2-3 ans. Si on ne change pas de poste tous les 2-3 ans, ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose. Mais en tout cas, il est demandé en fait, de changer régulièrement. Et ce changement-là, ce n'est pas juste un changement pour déstabiliser les équipes, c'est un changement pour dire on va aller voir et apporter son regard à différents endroits, avoir des postes différents qui nous permettent d'avoir
une vision plus complète, de savoir finalement quelles sont les contraintes de celui qui est en face de nous. Quand on a fait différents postes, en fait, je pense qu'on est plus sensible à tout l'environnement qui est autour. Quand on n'a connu qu'un seul environnement, c'est vrai que c'est plus difficile des fois de s'imaginer les contraintes et les besoins de ceux qui sont en face. C'est plus facile quand on a fait différentes choses. Donc cette diversité-là, elle vient aussi, je pense qu'elle est liée au fait de s'intéresser à ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Ça permet aussi de montrer la diversité qui est en nous, en fait, qu'on puisse voir les choses de différentes perspectives. C'est très intéressant. Je pense que le rôle du leader pour pouvoir permettre la possibilité de cette diversité, c'est sa posture. Je pense que ça doit être une posture d'ouverture, ça doit être une posture de bienveillance. Et en fait, un leader qui a cette posture-là d'ouverture et de bienveillance, il envoie le message à ses équipes qu'être différent, avoir un pas de côté, penser et challenger les idées, c'est OK. Et un leader qui porte ça, ça permet en fait à différentes personnalités, à différentes choses de s'exprimer. Et même moi, en fait, qui suis très pro diversité, inclusivité, il arrive aussi qu'on me challenge et qu'on me dise ouais, mais là, peut-être que ton idée ou ta position sur cette position-là ou cette personne-là, elle mériterait un peu plus d'ouverture. Et en fait, d'avoir un manager qui vous challenge ou un leader qui vous challenge là-dessus, ça vous fait réfléchir au quotidien, même quand vous êtes dans vos certitudes. Exactement. Nous avons tous finalement des biais inconscients qu'on lutte tous les jours pour s'en débarrasser. Judith, aujourd'hui, vous êtes DRH et donc vous avez le pouvoir de changer les choses, heureusement. Du coup, comment vous faites au sein de ce groupe ou selon toute votre carrière, dans toute votre carrière, comment vous avez fait déjà pour assurer cette diversité dans les étapes de la vie, de la carrière de quelqu'un? Si on commence par l'attraction des talents, comment vous faites pour vraiment attirer des talents et être inclusif? Je pense que c'est l'exemplarité sur l'ensemble des étapes d'ailleurs du collaborateur qui montre en fait que c'est possible et que dans l'endroit où on est, être différent ou ne pas être dans un standard, c'est OK. Et en fait, je pense que ce qui permet ça, c'est justement ce message de dire on est ouvert, vous êtes les bienvenus et même si vous êtes différents, l'idée c'est pas de se dire est-ce que vous rentrez dans telle case, c'est de se dire c'est quoi votre projet, c'est quoi le projet d'entreprise, est-ce que les deux vont ensemble? Et si les deux vont ensemble, peu importe la case entre guillemets dans laquelle vous rentrez, et en fait c'est pas ça qui est l'important. L'important c'est ce qu'on va pouvoir s'apporter mutuellement et de mettre l'accent là-dessus plutôt que de mettre l'accent sur des caractéristiques qui au final seraient secondaires et garantissent pas la performance. Si je prends un exemple très récent, on était sur un recrutement récemment et on reçoit le CV de quelqu'un qui est très, je vais dire très assertif. Donc il nous explique j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En gros, on a l'impression qu'il a tout vu, il a tout fait. Et c'est vrai que dans la manière dont était rédigé, à la fois ça allait être de motivation, son CV qui était très assertif, avec plein d'assurance et de... En fait, ça pouvait renvoyer peut-être une image d'arrogance. Et c'est comme ça aussi que le CV a été lu par le manager qui, au départ, a dit on a l'impression qu'il en fait trop. Ça ne correspond pas, en fait, à notre culture. On est plus dans l'humilité, la simplicité, la bienveillance. Et c'est vrai que dans cette culture-là, arriver et être dans l'arrogance, dans je sais tout, je tout et écraser les autres, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche et ça fonctionne pas. Il y a des milieux où ça fonctionne. Dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui, c'est pas ce qui est recherché en priorité, c'est pas ce qui est demandé. Ça peut détonner. Maintenant, le recruteur, il nous a poussé vraiment à le faire et à dire rencontrez-le quand même parce que c'est quelqu'un de bien. Donc, en fait, moi, et c'est là où potentiellement je peux avoir une influence, c'est dire écoute, je sais que le CV, comme ça, il paraît un peu arrogant, mais on prend le temps, ça nous prendra 1 heure, on le rencontre et on verra. Et au final, la personne, elle est en shortlist. Donc, Wow. c'est que, en fait, c'est vrai que là, je dirais qu'effectivement, la manière dont elle l'a tourné, mais c'est pas tant une discrimination par rapport à ce que c'est une femme ou pas, c'est plus est-ce que ce que la personne, elle envoie comme message,
ça correspond à la culture. Et je pense que le sujet, souvent, il est, ou en tout cas aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup là. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir s'inclure, s'intégrer dans le groupe? Et peu importe à quel point le groupe est ouvert, un groupe, il a certaines valeurs, un certain cadre. Il y a des valeurs qui sont acceptées dans certains groupes. Il y en a qui le sont moins dans d'autres. Et c'est là où des fois ça peut faire une sorte de séparation ou de césure parce que la personne elle va représenter ou elle va avoir des agissements qui heurtent les valeurs de la majorité des personnes qui sont autour de la table parce que c'est pas la culture qu'ils ont. Et malgré tout l'ouverture qu'on a, c'est des réflexions que j'ai en ce moment parce que je suis confrontée aussi à des cas comme ça. On peut être ouvert, on peut avoir envie d'accueillir, mais il y a des valeurs quand elles nous sont chères, quand elles sont à l'intérieur de nous, c'est vrai qu'on les porte au quotidien et qu'on les défend. Quand on a quelqu'un en face de nous qui a des attitudes qui, au contraire, même si on ne veut pas lui dire, même si on n'a pas envie comment dire, de le mettre de côté, c'est beaucoup plus difficile quand même et ça demande beaucoup plus d'énergie que d'aller travailler avec cette personne-là qui inconsciemment, avec des gestes qui sont peut-être pas avec une intention mauvaise, mais qui représentent dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'être, dans ses actions, des choses qui heurtent nos valeurs. Et c'est là où des fois, ça va être compliqué. C'est comment on travaille cette partie-là aussi. Je trouve que vous avez porté l'inclusivité à une autre layer, comme on dit, vraiment très magnifique et impressionnant, de donner la chance au moins à quelqu'un qui a rédigé un CV d'être responsable, de le rencontrer pour voir si vraiment cette personne, elle représente ce qu'elle a écrit ou pas. Je trouve ça... Et une fois que vous avez recruté quelqu'un, comment vous assurez une chance égale ou de l'équité entre les employés, entre les minorités et ceux qui ne sont pas minoritaires, entre les femmes et les hommes, dans leur développement professionnel? Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Parce que finalement, c'est sensibiliser tous ceux qui participent au recrutement. Il y a le manager. Donc, c'est comment on arrive à sensibiliser les managers, comment on est exemplaire dans le discours. Et je le disais, ça commence par la tête de l'entreprise, de savoir que voilà, s'il voit quelqu'un de telle couleur et que le CV lui plaît, eh ben, il ne se fera pas retoquer par son manager ou par la tête de l'entreprise parce que cette personne-là, elle ne correspond pas. Si la tête de l'entreprise dit c'est ouvert, ça laisse déjà plus de possibilités et de liberté au manager de dire on va vraiment sans barrière sur le CV qui correspond avec les compétences, sans se poser de barrière sur des questions de minorité et d'inclusivité. Après, il y a aussi la sensibilisation des équipes. Il y a des formations qui existent pour ça et que j'ai pratiquées, mis en place dans différentes entreprises pour dire c'est un double message. C'est à la fois donner des compétences à chacun, justement pour se dire, quand je me retrouve confrontée à quelqu'un qui a des idées différentes des miennes, comment je gère, comment je garde cette bienveillance pour pouvoir essayer de comprendre et continuer à dialoguer. Parce que c'est ça, finalement. L'idée, c'est pas de dire un tel a raison et l'autre, il a tort. C'est qu'il y a un dialogue. Et je pense que des fois, il faut aussi accepter de se dire on ne sera pas d'accord. C'est pas grave. Exactement. Ça ne nous empêche pas tout le temps de fonctionner. Et les équipes, qu'elles soient formées et accompagnées, ça aide aussi à se dire quand la personne, elle arrive, elle est accueillie avec ouverture et avec bienveillance, peu importe d'où elle vient et peu importe les comportements qu'elle va avoir au début. Je reviens sur cette notion de comportement, mais c'est vrai que quand on vient dans des groupes où il y a des codes, qu'on arrive dans un autre groupe où il y a d'autres codes, il faut le temps d'apprendre les nouveaux codes. Et si on est dans une entreprise qui nous laisse le temps, c'est beaucoup plus confortable que dans une entreprise où on sent qu'on a dit une phrase, on a fait quelque chose. Ça peut être des choses toutes bêtes. Par exemple, si on est dans une entreprise où tout le monde se fait la bise, on arrive, on fait la bise à des personnes et en fait, non, on est dans une entreprise où on se serre la main, où on se dit juste bonjour comme ça, qu'on se dise c'est OK, tu m'as fait la bise, je suis capable de te faire un feedback en te disant je suis à l'aise ou je suis pas à l'aise avec ça. Et on laisse le temps à la personne de s'acclimater à son environnement. Et ça, c'est la sensibilisation des équipes aussi qui le permet. Et après, je pense qu'il y a les équipes RH qui sont cruciales aussi là-dessus, parce que c'est elles qui mènent et cadencent le recrutement, l'intégration. Et dans l'intégration, il faut qu'elles s'assurent tout au long du process, parce que l'intégration, ça ne s'arrête pas il a signé son contrat de travail, il est là le premier jour.
L'intégration, ça dure 6 mois, 1 an après, pour s'assurer que la personne, elle est bien au quotidien. Laisser des espaces de parole pour se dire si la personne, elle a besoin de s'exprimer sur des difficultés. Et laisser aussi des espaces de parole au manager et à l'équipe s'il y a des difficultés pour pouvoir les exprimer et être là pour pouvoir aider, être un facilitant. Et après, dans l'intégration et dans la promotion, j'ai un regard en tant que DRH et je demande aussi à mes équipes d'avoir ce même regard-là, d'être attentif quand on va faire des mobilités, quand on va faire des promotions et quand on va faire des comités de carrière ou des talent reviews, de se dire, OK, une fois qu'on l'a fini, on regarde l'ensemble des noms et on se pose la question, est-ce qu'il y a assez de diversité? Est-ce qu'il y a assez de femmes? Est-ce qu'il y a assez de minorités? Et est-ce qu'on a pris en compte vraiment toutes les bonnes candidatures? Voilà. Et après, il y a un autre point qui est important pour moi. C'est là où, je pense, dans chacun tel qu'on est, on peut faire la différence dans notre job. Moi, je pense que je peux faire une différence dans le mien si, quand je fais ce constat-là, je me dis, mince, il n'y en a pas assez. Par contre, vraiment, on a donné les postes à tous ceux qui étaient les plus méritants. Par contre, il y en a peut-être, on leur aurait donné un coup de pouce pour se former, pour parler mieux, pour mieux se mettre en avant. Elles auraient pu être dans la liste. Donc, c'est comment pour le prochain coup, ces personnes-là que j'ai repérées, qui ne sont peut-être pas mis en avant, qui n'ont peut-être pas saisi toutes les occasions, je vais aller les voir ou je vais créer des occasions de les pousser à se dire c'est bon, je me mets en avant. Et ça peut être, je vois récemment, on a mis en place un groupe de travail, essayer d'inclure des femmes dans le groupe de travail. Par contre, et c'est là le sujet aussi de la formation des minorités, des femmes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a mis dans le groupe de travail, si elles ne viennent pas au groupe de travail, si elles ne parlent pas durant tout le groupe de travail, j'ai beau leur avoir laissé une place, si la place que je leur laisse, elles ne la prennent pas, ben, ça ne marche pas. Donc, il y a aussi la formation à dire, quand j'ai ma place à la table, comment j'occupe la chaise, comment je fais en sorte... voilà, exactement. Donc, ça vient des deux côtés. C'est dire, on crée un environnement qui laisse la chance. Et il faut aussi que la personne en face, elle se fasse un peu violence pour aller chercher sa chance. Exactement. Judith, vous avez déjà participé à notre étude de recherche sur les défis des femmes leaders et comment on peut surmonter ces défis. Et vous m'aviez parlé de vos défis personnels qui me rappellent un peu ce que là vous empêchez que d'autres femmes vivent. Donc, vous m'aviez parlé de visibilité professionnelle, de difficultés dans le networking, de conflits de valeurs par rapport des fois à certains environnements d'entreprise et beaucoup d'autres sujets. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu comme défi et comment aujourd'hui vous êtes en train de les empêcher en tant que DRH? En fait, c'est vrai, oui, je m'inspire de ce que j'ai vécu ou des barrières que j'ai dû faire tomber pour pouvoir essayer de dire, OK, j'ai ouvert la porte, maintenant comment je fais en sorte, avec la porte que j'ai ouverte, de donner des outils à celles qui vont passer derrière pour pouvoir réussir. Celles ou ceux qui vont passer derrière, de réussir. Je sais que j'ai été dans des environnements, je pense, franchement, j'ai eu la chance dans la majorité des cas d'être dans un environnement qui était vraiment bienveillant, ouvert à la diversité, ouvert à la mixité, ouvert à toutes sortes de choses, et pas seulement de manière affichée, mais vraiment de manière engagée. Par contre, ce que je disais, c'est-à-dire que il a fallu à un moment donné que j'ose, moi, prendre la posture, prendre la place, demander, oser, me positionner. Je me rappelle, ça me fait penser en fait à un poste qui était une promotion. Et souvent, et je le retrouve chez les femmes, c'est-à-dire qu'elles travaillent beaucoup, elles sont engagées. Et en fait, elles se disent, parce que je suis engagée, ça va être une évidence. Exactement. On va venir et on va me le proposer. Là, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et je me rappelle d'un manager où, effectivement, voilà, le poste, il s'est passé quelque chose, il est vacant, j'ai travaillé, je sais que tout le monde m'identifie comme la personne qui est la plus à même de prendre le poste. Néanmoins, bon, une semaine se passe, 2 semaines se passent, et je ne vois personne venir me dire « Judith, prends-le ». Et à un moment donné, on se retrouve dans une réunion avec le DG. Le DG, il me dit le poste, il est là, en fait. Positionnez-vous, Judith. Et ça m'a frappé, cette phrase « positionnez-vous », parce que,
En fait, je pensais que c'était une évidence. Et ben non, c'est pas une évidence dans le sens où il faut aussi que moi, je manifeste le fait que je le veux. Et si je ne l'ai pas dit, ben, ce n'est pas une évidence pour celui qui est en face. Donc, c'est comment j'arrive aussi à surmonter la peur que je peux avoir, l'angoisse que je peux avoir, les idées reçues que j'ai de dire ben, faire mon travail super bien, ce sera suffisant. Et malheureusement, non, c'est pas suffisant. Il faut aussi se positionner, dire ce qu'on a envie. Il faut aussi tisser des relations. Je peux le dire en toute transparence, il y a des postes que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas pu avoir parce qu'il y a cette partie-là à une époque où j'étais dans des groupes où aussi toute cette partie relationnelle, politique, elle est importante et où c'est pas ma partie préférée. Je préfère vraiment être dans mon environnement, à voilà, tirer les gens vers le haut, à essayer, etc. Mais tout ce qui est un peu politique, c'est pas ce que je préfère. Pour autant, c'était ce qui était demandé. Et à un moment donné, j'ai dû me faire violence en disant, si vraiment ta vocation, c'est d'aider et tirer les gens vers le haut, pour arriver vers le haut, il va falloir que toi, tu grimpes un certain nombre d'échelons. Et pour ça, une des compétences, c'est aussi de savoir être dans ce relationnel-là, de tisser des liens avec certaines personnes, etc. Et de déconstruire l'image négative que tu as de la partie, ce que tu appelles politique, networking, pour pouvoir te dire, OK, je peux faire du networking, je peux faire un peu de politique, en disant si mon but, c'est un but qui est humble, c'est un but qui est pour les autres, c'est un but qui est désintéressé, qui est de se dire c'est un passage obligé pour arriver à rendre service à toutes les personnes avec lesquelles j'ai envie de rendre service, et ben, je me fais violence et je le fais. Donc ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des compétences, c'est pas évident, il faut aussi aller les chercher. On peut pas juste attendre que l'opportunité, elle tombe, et on peut pas se contenter, je pense, de se dire j'ai bien fait mon travail et ça suffit. Exactement, j'aime beaucoup le mind shift que vous avez fait de le networking, c'est obligatoire et c'est aller chercher des gens et en profiter parce que vous m'aviez dit dans l'entretien que c'était contre vos valeurs. Vous allez vers les gens parce que les gens vous intéressent, parce que vous avez envie de tisser des liens. Et du coup, du moment où vous avez pensé que je vais vers l'autre, pas pour mon intérêt, mais vraiment pour tisser du lien, c'est à ce moment-là que vous avez pu faire du networking et vous étiez contente de le faire et ça vous a amené à une réussite dans votre carrière. Exactement, et je me disais encore que le mois dernier, j'ai participé à 3-4 événements et je me dis, il y a 5 ans en arrière, jamais je l'aurais fait parce que aller dans des événements, aller dans des endroits où je vais arriver dans une pièce et je connais personne, je n'ai pas un regard auquel m'accrocher et je suis là parce que j'ai juste envie de connaître des gens, jamais je l'aurais fait. Et c'est là où je vois aussi le parcours finalement que je fais au-delà du CV et des entreprises. C'est aussi l'évolution personnelle mais je regrette pas du tout parce que j'ai rencontré des femmes, des personnes extraordinaires et je me dis mais heureusement que j'ai réussi à surmonter ça pour pouvoir rencontrer ces personnes-là. L'échange qu'on a aujourd'hui, c'est aussi ça, de pouvoir connecter avec des gens qu'on a envie de rencontrer, avec lesquels on a envie d'échanger sur LinkedIn. C'est ça. Et en fait, c'est plein de petites choses, des fois, ou de croyances limitantes qu'on a, ou de petites compétences qu'il faut aller chercher. Il faut se montrer. Et aujourd'hui, votre présence en tant que DRH montre et donne de l'envie aux gens parce que ça démontre en fait qu'on peut surmonter notre timidité et on peut surmonter, comme vous avez dit, nos croyances limitantes et on peut y arriver. Vous m'aviez aussi touché beaucoup par une phrase que vous aviez dit. Vous m'aviez dit « Toute ma vie, je voulais être DRH ». Et j'ai travaillé, ça m'a pris 20 ans pour devenir DRH et ce n'était pas du jour au lendemain. Mais un jour, vous avez réalisé que vous n'aviez pas postulé pour aucun poste de DRH. Exactement. Effectivement, au cours de l'entretien qu'on a eu pour l'étude, c'est vrai qu'en fait, à un moment donné dans ma carrière, je me disais, mais mince, et c'est la même période où ce DG-là est venu et m'a dit, Judith, positionnez-vous. Et c'est ce qui a fait aussi écho chez moi, en me disant, mais est-ce que j'ai déjà postulé sur ce type de poste-là? Et en fait, non. Je m'attendais et j'attendais à ce que parce que j'ai bien et super travaillé, que je sois engagée, etc., et que j'estime me dire je suis légitime, que ça allait se faire. Et en fait, non, il y avait ce petit pas de plus à faire pour pouvoir se dire je me positionne, je me montre et j'ose
dire je le veux, c'est mon ambition. Oui, vous m'aviez parlé de oser exprimer l'ambition sans avoir honte Oui. de cette culture où les femmes peut-être, où c'est pas lié au genre, mais peut-être c'est lié au genre, où on n'ose pas dire notre ambition à haute voix. Il y a un double dialogue, et moi je le dis aussi en tant que mère, parce que je suis mère de 2 enfants. Mhm. Il y a à la fois ce que j'ai envie de réaliser professionnellement, et il y a à la fois ce rôle de mère où je dois être présente. Et il y a on m'attend des deux côtés, en fait. Et donc, c'est vrai que des fois, pour les femmes, c'est plus difficile de dire je veux ça, parce que je veux ça. Ça implique plein de choses où je ne serai pas de l'autre côté. Donc, ça implique aussi des fois que je sois regardée d'une certaine manière qui n'est pas forcément des plus agréables. Mais bah, ça, il faut réussir à le surmonter, à se dire ce que je fais, ou quand je ne suis pas forcément là avec mes enfants, je le fais aussi pour mes enfants. Et aujourd'hui, je le vois mieux, et c'est quelque chose bah, que je peux partager aujourd'hui. C'est-à-dire que mes enfants, ils ont grandi, ils regardent et ils me regardent. Et en fait, bah, quand je fais bah, une interview, ce que je vais faire là aujourd'hui, ils vont le regarder. J'ai écrit un livre, je les vois le feuilleter, etc. En fait, c'est pas que pour moi que je le fais, c'est à la fois pour les gens qui vont me regarder et qui vont se dire c'est possible, mais c'est aussi pour eux. Donc, des fois, ne pas être là en tant que maman, c'est pour faire des choses qui vont leur donner des ailes à eux. Donc, c'est pas seulement. Enfin, comment dire, on n'accompagne pas ces enfants qu'en étant à côté d'eux. On les accompagne aussi des fois en faisant des choses où ils sont pas là, mais qui vont leur donner de l'inspiration, et leur faire penser que tout ça, même pour eux, c'est possible. Si c'est naturel pour maman, bah, ça peut l'être pour moi aussi. Mais c'est vrai que les femmes, elles ont ce double dialogue-là. Et selon les pays, c'est vrai que la culture, elle peut être un peu différente. Je sais que moi, quand j'étais en Suisse, le rôle de la mère à la maison, c'est important. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec des pourcentages, ça peut être 10%, 20%, etc. Donc, moi, je me rappelle avoir passé des entretiens où on me dit, vous avez des enfants, vous voulez travailler à 100%, vous êtes sûr? C'est vrai qu'en France, c'est interdit. Là, ça ne l'était pas en l'occurrence, et je me suis reconfrontée à des choses où des fois c'est implicite, et là c'était explicite. Mais qu'est-ce que vous faites là? Votre place, elle est avec vos enfants. Moi, je pense que ma place, elle est à inspirer mes enfants. Et si je peux faire ça, je pense que je fais bien mon job. J'adore le message d'espoir que vous donnez aux femmes de se concentrer plutôt sur ce qu'elles donnent à leurs enfants plutôt de ce qu'elles donnent pas, en fait. Parce que l'inspiration aujourd'hui que vous êtes et les leçons de vie qui sont capables d'avoir accès grâce à vous, grâce à votre poste, grâce à votre éducation, ne sont pas les mêmes, sûrement si vous n'étiez pas aujourd'hui qui vous êtes. Je pense qu'on le donne de différentes manières. Moi, je vois, il y a pas longtemps, en fait, j'ai emmené mes enfants au bureau. Ils ont vu mon bureau. Ils voient ce que je fais, et je les aide à se dire, OK, quand maman, elle n'est pas là, elle est en train de faire ça, elle est dans tel environnement. Donc Elle ça rend leur le monde plaît. meilleur. Et ça, je le fais aussi parce que moi, je l'ai vécu de manière différente, parce que ma mère, elle était femme de ménage. Donc, mais c'est vrai que comme on n'avait pas des moyens non plus énormes, donc il n'y avait pas de nounou forcément pour nous accompagner partout. Donc, en fait, elle était autorisée à nous emmener dans son travail. Et donc, les étés, elle travaillait dans des grandes maisons pour des personnes assez fortunées. Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, les premières nages, les premières choses, je les ai fait dans des maisons luxueuses, mais pas ma maison luxueuse. C'est les maisons dans lesquelles ma mère allait faire le ménage. Et quelque part, ouais, elle m'a inspirée aussi, parce qu'en fait, de voir ces environnements-là, de voir là où elle travaillait, de voir des gens qui vivaient dans ces environnements-là, et de se dire, ah, ok, ça existe aussi, parce que c'est pas mon environnement à moi quotidien. Ça m'a donné aussi envie d'aller chercher des choses que je ne serais peut-être pas allée chercher si elle ne m'avait pas emmenée avec elle à son travail, voir qu'il y avait des gens qui vivaient comme ça. Et vous avez eu aussi l'exemple d'une femme qui travaille, qui est forte, qui est responsable, qui s'occupe de ses enfants. Et comme elle vous a emmené au travail, vous avez aussi emmené vos enfants. Donc, mais Judith, vous avez osé dire ce que vous voulez et avoir des promotions au travail et devenir des RH. Mais vous m'aviez dit aussi que vous avez osé quitter certains environnements. Oui. Moi, je pense que c'est important, et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis challengée sur la partie
inclusion, diversité. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait plein d'environnements qui puissent être accueillants pour moi, c'est-à-dire où je peux postuler et où je me dis je serai la bienvenue, il y a des environnements aujourd'hui où je sais pas mes environnements à moi, ça me correspond pas. En termes de valeurs, en termes de culture, en termes de positionnement, parce que j'ai des valeurs qui sont fortes et que dans ces environnements-là, les valeurs fortes que j'ai, c'est pas forcément ce qui vient en premier. Il y en a d'autres qui viennent. Donc c'est pas un jugement que je porte là, c'est plus de savoir ce qui me correspond. Et il y a des fois, en fait, où je me disais, mais mince, j'ai l'impression que j'y arrive pas, j'ai l'impression que ça avance pas, j'ai l'impression que je suis pas reconnue. Mais en fait, c'était des endroits où, avec le recul, je me rends compte que j'étais pas alignée. Pas alignée parce que ça me demandait d'être quelqu'un, d'être dans une posture qui n'était pas la mienne. Je me rappelle qu'il y a une fois où j'ai démissionné, je m'entends très bien et fort heureusement pour moi, j'ai gardé des liens assez forts avec les différentes personnes qui m'ont managée, même si je suis partie, des fois et que j'ai pris la décision d'aller ailleurs. Et en fait, je disais, là, de démissionner, j'ai l'impression d'enlever un corset et de me libérer parce que j'étais dans quelque chose, dans un environnement, ça ne me correspondait pas, ça me demandait tellement d'être quelqu'un d'autre que je suis, de fermer les yeux sur des choses qui sont pas en accord avec moi-même, que je pouvais pas, je pouvais plus. C'est des environnements où on m'a proposé, c'était un truc, j'avoue, de fou. Avec le recul, je me dis, parce que j'ai eu des augmentations, l'augmentation, c'était plus de 40% proposé pour dire, est-ce que tu peux rester? Et même avec 40% d'augmentation, je peux pas. Ça me correspond pas. C'est pas moi. Parce que vos valeurs viennent avant la valeur de l'argent. Donc aujourd'hui, je sais que voilà, c'est pas le même prix, mais ça a plus de valeur pour moi d'être dans un environnement où je suis alignée, où je peux être moi, qui est en accord avec mes valeurs, que de toucher plus, voilà. Et ça, je l'assume pleinement. Judith, vous m'aviez parlé, Judith, vous m'aviez parlé de l'importance du networking dans votre croissance dans les postes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu qui étaient vos alliés et qui vous a challengé dans ce parcours? En fait, j'ai eu pas mal de mentors. Parce que j'en parlais encore la semaine dernière avec quelqu'un. J'ai eu la chance en fait de croiser des gens qui avaient envie de m'aider, qui me voyaient, peut-être qu'il y avait quelque chose chez moi qui leur parlait et qui se sont dit on a envie de l'accompagner. Et moi, je le dis toujours, j'ai une tribu de mentors. C'est-à-dire que de Renault jusqu'à aujourd'hui chez Feveletech, il n'y a aucune des entreprises où je suis passée où je n'ai pas gardé des liens. Alors, il y en a des entreprises, mais c'est rare. Il y a peu d'entreprises. Finalement, je pense je pense qu'il y en a peu. Il y en a peut-être une ou deux, c'est tout. Mais sinon, j'ai toujours gardé des liens forts, au moins avec une ou deux personnes. Et c'est des personnes qui m'ont accompagnée, qui me suivent et qui continuent. Et en fait, je sais qu'à chaque fois que j'ai une question professionnelle, questionnement sur ma carrière, sur ma posture, sur des réflexions, j'ai plein de numéros que je peux appeler. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je développe cette partie networking. Je me suis inscrite dans plusieurs clubs. Je participe à des événements. Je me pousse encore. Je dois me forcer encore à m'inscrire à des tables rondes, à des choses comme ça. À me dire, bon, même si je connais personne, j'y vais quand même. Et je connecte, en fait, à chaque fois. Et finalement, c'est des gens... sur le coup, on se connecte, le feeling passe bien. Il n'y a pas forcément d'opportunité ou d'intérêt, entre guillemets, autre que le lien sur le moment. Et peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an plus tard, il y a des gens avec qui on se reconnecte parce que oui, c'est vrai que toi, tu faisais ça et ça peut être intéressant. Et du coup, je vois tout l'intérêt en fait, de ce networking. Ou des fois, c'est pas pour moi, c'est OK, il y a un tel qui a besoin de ça. Moi, je pense que toi, tu sais très bien le faire. Je vous mets en relation tous les deux. C'est très intéressant. Judith, il y a 1 an, on a discuté ensemble pour ma recherche et vous m'aviez dit que dans l'équilibre entre life and work, il y avait un 3e pilier que vous oubliez souvent et c'était s'occuper de vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, après 1 an, vous avez réussi à vous rajouter dans cette équation?
J'ai bien réussi. Je Heureusement. pense que j'ai bien progressé. Voilà, j'ai bien progressé. Et par contre, ben, c'est comme le networking, c'est comme les réseaux. C'est quelque chose où je dois me le rappeler régulièrement pour pouvoir me faire violence, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Maintenant, il y a des fois, j'ai mon agenda où j'ai plein de choses qui viennent. Et je me dis, Judith, enfin, si c'est toi la priorité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu choisirais? Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de fois où j'oriente mon agenda aussi pour me dire, ben, prends soin de toi. Fais pas que ton agenda pour pouvoir rendre service à tout le monde, à courir à droite à gauche, à faire 2 heures de route par-ci, 2 heures de route par-là. Tu as été partout. Au final, tu es épuisé à la fin de la semaine. Tu as rendu service à tout le monde. Et toi, tu es KO. Donc, il y a des fois où j'essaye, forcément, j'essaye de le faire parce que c'est ma nature d'essayer de rendre service. Mais je me pose de plus en plus la question de dire, est-ce que tu es en train de te rendre service à toi et au global, est-ce que tu es en train de rendre service aux autres si vraiment tu prends ces décisions-là? Et donc, je me recentre des fois ou je me corrige des fois. Plus ça, je le vois par rapport à mon agenda. Mm. J'avais tendance à essayer d'être partout pour tout le monde. J'avoue que vous êtes quelqu'un qui aimait rendre service parce que je vous ai contacté pour participer à ma recherche et vous avez volontiers accepté de m'accorder votre temps. Et ensuite, c'était pas, vous vous êtes pas arrêté là. Je vous ai redemandé une deuxième fois, je vous ai sollicité pour faire partie du projet de recherche qui est une recherche participative où les gens qui ont participé à la recherche veulent exprimer et rendre accessible au grand public les résultats de la recherche et partager aussi des moments intimes de leur vie. Et vous avez aussi accepté cette invitation. J'en suis très, très reconnaissante Merci. pour vous d'être là. Je pense que, comme je le dis, en fait, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Par contre, dans ma conviction, donner le message, et c'est quelque chose peut-être qui m'a manqué au début. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir le faire. C'est de voir des gens qui me ressemblent, qui me correspondent. Enfin, qui me correspondent, je sais pas, mais en tout cas, de voir des personnes qui me ressemblent et de me dire, OK, elles ont réussi, donc c'est possible. Et je vois bien au travers des interactions que je peux avoir ou quand je prends des prises de parole, ou quand voilà, je suis interviewée, etc., que j'ai, en fait, après, j'ai pas mal de retours de personnes qui disent, ah, bah, bravo, ça me donne envie, etc. Et tout ça, en fait, c'est pour ça. C'est pour les personnes qui vont regarder, qui vont se C'est dire, contagieux. c'est possible. Judith, partant du principe que vous avez adorablement participé à cette recherche, j'aimerais vous poser la question sur la sororité aujourd'hui. Combien est-elle importante et combien nous, les femmes entre nous, des fois, comme vous avez partagé avec moi aussi, on risque de déborder? Oui. Je pense que c'est important, surtout quand on a réussi à ouvrir des portes, d'ouvrir pour les autres. Je pense, et je crois fermement que le succès de quelqu'un d'autre ne nous enlève pas de succès à nous. Il y a de la place pour le succès de tout le monde. Et donc, on devrait pouvoir se tirer vers le haut les unes les autres. C'est pas ce que j'ai connu tout le temps. Ce que je dois amener au constat. Et après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes blancs qui ont des responsabilités, mais que ma carrière, je la dois à 80%, en tout cas dans les promotions que j'ai eues, à des hommes blancs. Je le dois plus à des hommes qu'à des femmes. Après, c'est aussi qu'il y a plus d'hommes dans les postes qui sont à même de me donner ces promotions, de m'accorder et de me reconnaître à travers ces promotions que de femmes. Néanmoins, il y en a qui auraient pu m'aider et qui ont choisi d'autres voies. C'est pas grave, je me dis. Et je pense que c'est important de se dire ça quand on quand on a de l'ambition, quand on a envie d'avancer. Je suis responsable de ma partie de la relation, c'est-à-dire que je suis responsable de moi. Est-ce que l'attitude que j'ai, est-ce que le comportement que j'ai me va? Si j'ai quelqu'un en face féminin qui a une autre attitude, qui n'a pas envie de m'aider, qui est plutôt dans une attitude de mettre des pots de banane pour pas que j'avance, je me dis ça ne me regarde pas, ça regarde la personne en face et ça regarde ce qu'elle a envie d'être ou pas, peu importe. Je me concentre sur moi et c'est déjà bien suffisant par rapport à ça. Par contre, j'ai trouvé des endroits, et je le dis au travers des clubs dans lesquels je me suis inscrite, où j'ai découvert en fait une vraie sororité avec des personnes qui se rendent service au quotidien, des personnes qui sont engagées pour mettre un maximum de choses à disposition pour éduquer, former des femmes et les aider
à s'exprimer. J'ai rencontré des femmes qui sont incroyables. Vous les rencontrez dans la rue, comme ça, vous ne direz pas qu'elles ont tout ce chemin-là, tout ce parcours, qu'elles ont eu autant de batailles, parce que elles ne se le mettent pas en avant par rapport à ça. Et pour autant, quand elles vous l'expliquent, vous dites, enfin, moi, je suis super admirative et je suis contente au contraire. Et c'est pour ça que des fois, je trouve ça un peu décevant. C'est-à-dire qu'être entourée de femmes puissantes qui réussissent, ben, moi, ça me donne une énergie quand je ressors de ces clubs, de ces réunions. Mais je suis reboostée à 120-150%. Je me dis, ah, ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, si elles ont pu le faire, moi, je peux peut-être le faire aussi. Et ça me rebooste. Donc, les femmes qui se tirent vers le bas, je trouve que c'est dommage. Maintenant, ça les regarde elles et c'est comme ça. Mais il y en a aussi qui cèdent les unes les autres. Il faut les trouver. Bien sûr. Mais il y en a. Si on parle de ça, c'est justement pour nommer les biens inconscients et pour donner de l'éveil, pour dire des genres de commentaires, si vous permettez que je les partage. Un genre de commentaire du genre oui, t'es belle aujourd'hui, pour qui tu t'es fait belle. Vous m'aviez dit que vous l'avez écouté de femmes, parce que la femme, peut-être, elle se permet de dire ça à une autre femme, mais les hommes, ils vont jamais aller dire ça aux hommes. Et du coup, si aujourd'hui on en parle, c'est justement pas pour tirer la femme vers le bas, mais au contraire, parce que les biais, ils sont inconscients et nous les avons tous. C'est justement pour dire aux femmes, ce genre de phrases aujourd'hui ne sont pas permises, en fait. Mais voilà, bien sûr que la sororité est importante et que ça a été démontré scientifiquement, en tout cas, que les gens qu'on côtoie, ils sont capables de nous emmener très vers le haut et aussi vers le bas, malheureusement. Après, quand je regarde les femmes qui étaient dans ces postures-là, qui étaient capables de dire des choses comme ça, avec des sous-entendus que je trouvais déplacés, c'est des femmes qui n'étaient pas sûres d'elles. Donc, encore une fois, je me dis, je suis responsable de ma partie de la relation. Moi, je suis bien avec moi-même. Judith, vous avez changé pas mal d'entreprises, vous avez un peu parcouru la planète, changeant de poste, d'endroit. Est-ce que c'est challengeant? Est-ce que c'est facile de devenir DRH? C'est pas facile. C'est challengeant, ça c'est sûr et certain. Ce qui est important pour moi de dire et de partager, c'est que c'est un travail qui est long. C'est un travail où c'est un chemin où on va avoir des doutes. Réussir une carrière, réussir à arriver à atteindre un but, peu importe ce qu'on appelle une carrière, parce qu'une carrière, ça peut avoir différentes définitions pour les uns et pour les autres. Ça demande un travail régulier, constant, répété. C'est des décisions tous les jours, de se dire malgré les difficultés, demain, je continue à croire que je peux y arriver et je continue à faire le travail qui est nécessaire pour. Je viens et j'espère partager en toute humilité le fait qu'il y a plein de choses. Si je reprends 5 ans, la Judith de 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, c'était pas du tout la même et c'était pas une DRH. Voilà, mais c'est le travail, c'est le chemin qui a fait que je puisse réussir à le devenir. Donc, faut garder confiance en soi et il faut rien lâcher. Et comment vous avez gardé confiance en soi au sein des doutes? C'est quoi votre mécanisme pour surmonter le doute, le manque de confiance en soi, qu'on souffre tous de ça? Il y a deux choses qui m'aident. Il y a à la fois le fait de me dire si d'autres ont réussi, il n'y a pas de raison que moi je ne réussisse pas. Je pars avec des chances. Je trouve qu'on m'a donné une éducation qui est plus que correcte. Si d'autres y arrivent, si moi je me donne les moyens, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et après, c'est aussi capitaliser sur le passé. C'est-à-dire que quand je regarde en arrière, encore une fois, je me dis, il y a 5 ans, tu n'étais pas à la même place. Tu as bougé, tu as avancé. C'est la preuve que tu es en train de faire un pas. Et des fois, c'est vrai qu'on se dit, mais mince, j'avance pas. Si on regarde, si on décortique, on n'avance peut-être pas à la vitesse qu'on a envie, mais on avance quand même. Et c'est s'appuyer sur tous les pas et toute la progression. Mais ça veut dire qu'il faut aussi prendre le temps de s'arrêter de temps en temps pour regarder les succès. On a tendance à regarder devant et là où on a envie d'aller, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé derrière. Et le reconnaître, c'est un appui solide pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Très intéressant. Judith, vous représentez aujourd'hui l'inclusivité dans la carrière de DRH. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous avez instaurées qui favorisent cette inclusivité dans votre entreprise? J'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. J'en ai 2, 3.
Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un programme qu'on a monté avec plusieurs personnes chez Danone qui s'appelait Femmes en industrie, où on permettait à des femmes qui étaient éloignées de l'emploi depuis un petit bout de temps, en partenariat avec une agence d'intérim, de leur payer une formation technique et de leur garantir un emploi en intérim pendant 18 mois. Et donc, c'était le temps pour elles de découvrir l'industrie, de se familiariser au domaine. Et quoi qu'il en soit, même si on n'avait pas forcément la possibilité de les embaucher au bout, elles repartaient avec de l'expérience et avec un diplôme. Et donc, monter ce type de programme-là, bah, c'est des femmes qui sortent après et qui ont beaucoup plus de chance. Et, et franchement, on est très heureuse pour elles. Je crois que c'est un programme qui continue. Donc, c'est quelque chose dont je suis fière. D'autres choses auxquelles je peux penser, c'est d'instaurer dans les comités de carrière des comités de carrière talent féminin et de dire, une fois qu'on a fini de parler de toutes les promotions, c'est inscrit dans l'agenda qu'on parle de comment on arrive à aider ou à promouvoir des femmes. Ça fait partie des politiques très important. Où voilà, c'est volontaire, c'est appuyé. Et puis après, ce que j'aimerais mettre en place et que j'ai pas encore réussi partout, c'est aussi des formations pour les femmes sur le leadership féminin et leur apprendre à négocier. Voilà. Parce que je vois que dans les négociations, elles n'y arrivent pas comme les hommes. Les hommes, ils arrivent avec une certaine facilité, nonchalance. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais en tout cas, ils sont à l'aise à venir discuter de chiffres. Là où on sent que les femmes, elles sont dans l'émotion. Et si un homme, s'il n'obtient pas exactement ce qu'il veut à la première négociation, il revient très posément, très poliment, mais il revient avec des arguments. Et une femme, en tout cas, je l'ai vu un certain nombre de fois, elle va peut-être plus se mettre en retrait, bouder, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, être fâchée et avoir un comportement de recul. Et au final, ça la pénalise en termes d'image. Donc, c'est comment j'arrive à apporter les bons arguments et à pas juste dire, en fait, ça m'arrangerait d'avoir une augmentation, mais je sais me mettre en avant, donc je sais dire que je vous rapporte ça, ça, ça et ça, donc je mérite ça. Oui. En tout cas, on a une différence de genre, une différence comportementale qui est liée à nos gens, à notre éducation, à notre génétique, à beaucoup de facteurs. Et je pense que c'est une bonne idée d'aider chaque personne qui a un déficit dans une certaine compétence d'acquérir cette compétence. Oui. Si on a besoin que les femmes aient plus de confiance dans la négociation, c'est bien. Et par contre, qu'est-ce qu'on va apprendre aussi aux hommes? Quelles sont les compétences où les hommes ils ont besoin d'acquérir, par exemple? Est-ce que c'est la vulnérabilité? Est-ce que c'est l'empathie? Est-ce que c'est aussi des compétences que les femmes en ont plus que les hommes? Je pense qu'il y a aussi des choses à apprendre aux hommes. Il y a beaucoup sur la partie comportementale, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qui peut être vexant, ce qui peut être un peu déplacé. Mais je pense que l'actualité les a quand même beaucoup éduqués sur ces sujets-là. Voilà, donc je pense que c'est plutôt là-dessus sur la partie comportementale, sensibilisation. Et après, sur la vulnérabilité, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais ça découle aussi de la culture de l'entreprise. Exactement. De se dire dans notre entreprise, montrer parfois qu'on est vulnérable, c'est OK. C'est accepté, oui.